Salut à tous, c'est Planck de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui continue notre cheminement sur la méthode Silva, toujours avec Damien Pasco. On est sur toujours le séminaire avancé. On est au samedi, on est sur la deuxième partie du samedi, mais avant ça, on va répondre à une question qui a été posée sur le groupe de Silva francophone de la part de Claudine qui disait que donc elle a fait le stage, etc. Et sa question, c'est je cherche à mettre en place la bonne visualisation à appliquer pour l'amélioration de ma très forte myopie. Donc elle demande des témoignages. Moi, je trouve que c'est intéressant et je demandais à Alice si elle voulait qu'on prenne quelques minutes dessus. Pourquoi je trouve que c'est intéressant? Parce qu'il y a un ouvrage d'un ancien élève de la méthode Silva qui a travaillé énormément sur la vue. Donc, c'est celui qui a créé le corps miroir. Hein, et Brofman, oui. C'est Monsieur Brofman. Et là, il y a un travail qui est intéressant parce que je me souviens que déjà à l'époque, il avait des très très bons résultats. Je crois d'ailleurs, c'est ça qui est. D'ailleurs, du corps miroir, je crois que c'est ça qui a le plus fonctionné, où il a fait le plus de business sur les années parce que ça a été quelque chose d'hyper bluffant pour les gens. Et même quand on faisait le cours de corps miroir, il y avait des gens qui étaient étonnés. Alors, est-ce que c'est toujours la même chose? Est-ce que c'est la suggestion post-hypnotique qui donne un effet de focalisation qui fait que les personnes pendant le stage voient mieux? Je ne sais pas, mais en tout cas, lui, il avait un élément tout bête. Hein. Alors, on va le reprendre, nous, à la version Sylvain. Hein. C'est en gros, tu vas en labo et tu vas imaginer tes yeux, tout simplement, tu peux les nettoyer. Tu peux, alors, soit les faire de manière très simple. Hein. Tu imagines que tu nettoies, tu regardes, tu t'amuses à regarder sur les différentes distances, à voir que tu es en train de gagner de la visibilité, etc. Et là, tu peux utiliser à ce moment-là tout ce qui va être associé à la visualisation, c'est-à-dire l'ensemble des souvenirs que tu avais quand c'était clair pour toi. Pour ceux qui étaient la semaine dernière, ça nous fait l'élément régressif. Il y a aussi, sur le niveau du laboratoire, on peut vraiment s'amuser à se dire, tiens, je travaille pour voir les choses que je ne suis pas OK de voir, que j'ai empêché de voir. Et là, on y rajoute un petit élément psycho. Ça ne veut pas dire qu'on va se prendre le plein fouet des choses qu'on ne veut pas voir. C'est juste se dire, maintenant, je me sens prêt ou prête à mieux voir les choses à telle distance, que les choses à cette distance-là ne m'impactent plus, ou je suis prêt à le regarder, à l'entendre, à l'écouter, etc., etc. Et là aussi, ça peut être un travail qui est très intéressant, qui va travailler un peu plus sur le côté psycho, mais qui peut être chouette. Qu'est-ce que je peux ou qu'est-ce que je ne veux ou pas voir? C'est un grand classique. Hein. J'arrive pas à voir ça. Qu'est-ce que tu veux pas voir de loin ou qu'est-ce que tu veux pas voir de proche? Même si c'est très bateau, c'est des éléments qui peuvent être sympas. Et après, dans le labo, on peut vraiment, moi je trouve, créer des éléments qui correspondent à notre croyance de qu'est-ce qui ferait s'améliorer notre vue, notre vision, etc. Est-ce que, comme je disais, c'est un nettoyage ou c'est imaginer que tu retournes sur une compétence que tu redéveloppes, que tu ramènes une visibilité bien spécifique en focalisant, en voyant de plus en plus de détails sur les choses. Vraiment un travail où on se rééduque au fur et à mesure. Et Martin Brofman, il faisait énormément de travaux de ce type-là sur la visualisation et l'imagination pour pouvoir construire et permettre aux gens de ne plus avoir de lunettes, etc. etc. C'était un petit peu le défi qui se donnait sur les 2 jours où il proposait le stage. Ça te parle tout ça, Lee, comme type de... Absolument. Si elle s'y intéresse, le livre de Brofman s'appelle « Voir de mieux en mieux ». Il y a plein d'idées là-dedans. Ce qui est intéressant avec Brofman, en fait, c'était que lui, il a fait Silva pour éliminer son tumeur cancéreuse, qui a super bien marché. Il n'a pas programmé de tout sa vue. Il était myope et il a trouvé effectivement que pas longtemps après le cours, ses lunettes ne fonctionnaient plus, ils étaient trop forts. Donc, simplement le fait qu'il était à son niveau, donc il s'est relaxé 3 fois par jour, a aussi amélioré la vue. Donc, il y a des côtés carrément physiques. C'est pour ça que je vous ai dit, à la fin de chaque exercice,
ta vue, ta vision et ton oui s'améliore chaque fois que tu entres à ce niveau de conscience. Et une partie de ça, c'est carrément physique parce que surtout la myopie, ou bien le contraire, c'est parce que les muscles autour des yeux deviennent plus rigides et ils se relaxent pendant la méditation. Okay, donc, il y a ça, mais il y a bien sûr aussi le côté psychologique, hein, parce que si on ne veut pas voir quelque chose, on ne veut pas entendre, justement, j'ai eu des gens qui ont créé l'acouphène depuis un moment où je ne veux pas entendre ça, donc il se peut aussi qu'il y a une cause quelque part qui t'a fait, je ne veux pas voir ça. Mais, et puis, bien sûr, on visualise dans le laboratoire. On peut, justement, moi, j'ai une cliente qui est carrément à l'intérieur de la tête. Elle regarde à travers ces grosses fenêtres qui sont ses yeux et la nettoie. Quelqu'un d'autre imagine qu'il prend justement les lentilles et il la lave les lentilles, il les remet, etc. Mais tout ça, justement, il faut se donner la permission d'inventer des histoires dans la visualisation qui représentent effectivement que tes yeux vont littéralement de mieux en mieux. Je pense que l'essentiel toujours, c'est de trouver vous. Alors là, on peut reprendre vraiment la notion de métaphore, la métaphore que vous utilisez pour les yeux. Oui. Il y a un système, donc le travail sur la métaphore, hein, sur comment vous imaginez les choses et du coup, comment vous allez imaginer les choses. Et dans le clean language aussi, ils ont un peu ce principe-là de jouer avec les métaphores spontanées qu'on peut avoir dans nos sémantiques. Ça peut être intéressant parce que du coup, ça va permettre de reproduire la sémantique de la ressource qu'on veut atteindre. Tu vois, parfois, il y en a qui disent « Ah, moi, je suis miro, je vois rien, je suis comme une taupe, je suis truc. » Ok, mais c'est intéressant déjà d'aller retravailler. Tu imagines que tu es une taupe et tu mets des lunettes à une taupe. Tu peux retravailler avec les métaphores que tu utilises au quotidien et voir comment ça t'impacte. Là encore, on n'est pas en train de dire que ça guérit forcément physiologiquement l'ensemble des éléments, même s'il peut y avoir de l'apaisement, du calme. C'est vrai que la tension, elle est hyper connue au niveau des yeux. Donc, faire de plus en plus de méditation dynamique, c'est quelque chose de très, très cool là-dessus. Vous le faites plusieurs fois par jour ou plusieurs fois concentré juste sur les yeux, à se dire, OK, là, je relâche. Mais le tout, c'est se dire, je me crée un ensemble de suggestions, un ensemble d'éléments actifs que je mets en moi qui me parlent et pas simplement ce que les gens vont dire, ah ouais, mais moi j'ai fait ça, ça a fonctionné. Ok, fais ça. C'est ce que je vous disais avec Patty qui disait, moi je refais ce qui fonctionne comme suggestion pour elle, c'est revenir à une vue qu'elle avait quand elle avait 30 ans. Ok, comme lui avait Preston. Bon, je pense que Preston avait tellement d'impact sur elle que cette suggestion est devenue sa suggestion parce que c'est Preston qui lui a dit. Chacun va avoir un truc, des images, il se passe des choses que peut-être physiologiquement on ne comprendrait même pas, et peut-être physiologiquement il ne se passe pas grand-chose, mais ça se trouve, il y a plus de concentration, plein de choses, plus de détente, plus d'éléments. Donc, on est plutôt sur ce modèle-là. Et je pense que là-dessus, avec la méthode, tu peux vraiment commencer à aller te poser la question de ce qui te parle le plus et après, comment tu vas le construire, mais pareil pour toi-même et pas quelque chose de préétabli par quelqu'un d'autre. Donc, tu prends des éléments des différentes personnes, des différents tours que tu peux. Et il y a des exercices physiques qu'on peut faire. On appelle le yoga des yeux ou d'autres choses où justement on joue un peu avec comment focaliser à des distances différentes. Ça aussi, ça peut aider. Tout à fait. Ouais. Il y a plein d'éléments et tu peux aussi le faire en alpha, c'est-à-dire tu le fais en concret et puis après tu imagines le même principe en alpha, sauf que tu imagines en regardant une photo, en regardant quelque chose, un livre que tu ne voyais pas, d'un coup tu commences à revoir les écritures, tu imagines l'ensemble des éléments comme pour redonner la possibilité. L'idée est... Justement, ça m'a vraiment surpris, mais Bates, je ne sais plus ses initiales, parce que je confonds avec un poète qui s'appelle H.E. Bates, mais Bates, qui a écrit toute une œuvre sur comment faire des exercices pour la vue, disait effectivement, ça marche aussi bien si tu as les yeux fermés et tu imagines que tu regardes un avion et puis tu imagines que tu regardes un insecte tout proche, parce que les yeux vont quand même, tout en imaginant, ils vont quand même réagir. Donc, effectivement, oui, comme tu dis, on peut visualiser quand on fait des choses avec les yeux. C'est extraordinaire.
Donc là, faut vraiment faut tester. Après, Oui. chacun va le faire à sa sauce, mais faut tester, faut voir. Et effectivement, je pense que le bouquin de Brofman peut être sympa à lire. Ça donne des idées, il a eu plein d'idées. Puis c'est vraiment un truc qui a fonctionné pendant des années. Et là, je pense que sa femme doit avoir pris le relais là-dessus. Donc, ça doit toujours exister hein, en France. Alors, nous, on reprend. José, où que t'es, José? José était où? Ah, ça y est. Alors, donc ouais, on était parti sur l'émerge de l'épée pour appeler le nom que je trouve génial. Les méthodes plus drastiques, entre guillemets, des anciens pour réveiller des sujets qui ne voulaient pas revenir à l'état conscient, comme tapoter la tête ou la plante des pieds. Ouais, bah, j'ai envie de dire, c'est ce qu'on fait dans la méthode. Hein. Je taperai 3 fois sur ton épaule et tu reviendras dans l'ici et maintenant. Alors donc, bon, hein, c'est pas si drastique que ça va, on n'est pas en train de se secouer. Vas-y, reviens. Alors, en disant ça, oui et non. Parce que il y a quand même des gars, quand ils tombent dans le coma hypnotique ou l'état psychorte, première fois, si on ne te l'a pas enseigné, tu es en panique. Tu es en panique. Tu as quand même un gars, tu te dis, non, mais le gars revient pas. Moi, le pire que j'ai eu, et ouais, j'ai eu moi, mais moi, ça a été encore. C'était un de mes élèves qui faisait plein de choses, notamment de l'hypnose. Et à un moment, il m'appelle, il me dit, Pan, que j'ai un problème. Je dis, ouais, c'est quoi ton problème? Il me dit, là, j'ai une dame qui est là, une jeune femme. Je lui ai fait un SDL pour un truc. Et elle revient, mais elle repart direct. Ah. Ça, c'est horrible. Et je l'avais eu, moi, en formation, un truc comme ça. La fille, elle revenait. Elle te regardait 2 secondes et d'un coup, tu la voyais faire ça. Et elle repartait. Alors, elle repartait pas aussi loin qu'un SDL, mais elle restait en somnambulique et elle se coupait. Oh, et là, tu sais que ça. Dans une démonstration dans un cours une fois, mais je raconte dans un moment, oui. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Moi, pour la formation, c'était au bout d'un moment, j'ai réussi. Déjà, je lui ai laissé un peu de temps. Toi, je l'ai mis sur le côté. Je lui ai dit, bah, t'émerges tranquillement et tu vas y aller. Donc, au bout d'un moment, il est revenu. Lui, il a tout testé. Hein. Il a testé tous les émerges, il a testé la menace, il a testé tout ce que tu voulais. De l'eau, un peu la secouer et tout. Elle a mis 1h30 ou 2 heures à revenir. Wow. Après, psychologiquement, ça s'expliquait. Hein, il m'a pas beaucoup parlé du cas, parce que bien sûr, il a le secret, mais il m'a dit qu'elle a vécu des traumas forts. Et en fait, la plupart du temps, les personnes qui vivent ça, c'est qu'elles sont tellement confortables dans l'état qu'elles ont envie de revenir. Et que revenir, ça veut dire se retrouver face à une réalité qu'elle doit admettre et pas une distanciation qu'elle peut avoir dans l'état de transe ou en alpha. Quoi. Là, en l'occurrence, on n'est plus en alpha, mais plutôt en θ bien profond. Et du coup, c'est une galère. C'est super rare, hein, les personnes qu'on ne peut pas du tout émerger. Il y a aussi eu des cas, et je me souviens parce que à l'époque, j'avais fait une série vidéo parce que ça m'avait un peu agacé. Il y avait l'Institut français d'hypnose qui avait fait une espèce d'article un peu moqueur d'un hypnotiste de scène québécois qui avait fait un spectacle. Et à la fin du spectacle, il y a un des participants, c'était des étudiants, des lycéens et des lycéens, je crois. Il n'a pas émergé. Et là, grosse panique, parce que tu imagines, ça devait être dans une école. Va t'amuser à dire, ouais, non, mais là, le gamin, il ne se réveille pas. Quoi, il ne se réveille pas, il n'émerge pas. Tu as les profs, tu as les parents. Donc, lui, au plus simple, il a dit, bon, bah, on va faire venir les pompiers, ils vont l'emmener à l'hôpital, ils vont lui donner un truc qui va émerger. On sait que ce n'est pas la chose à faire du tout. Hein. Mais je pense que là, dans la panique globale, il devait avoir tellement de pression, tout le monde devait lui mettre la pression et lui ne pouvait pas prendre son temps, isoler la personne, parler tranquillement avec pour qu'elle revienne, que je ne suis même pas sûr que c'est lui qui a appelé. Je pense que c'est les professeurs qui ont dû dire il y a un problème, etc. Du coup, il y avait eu un article comme quoi, oui, les hypnos devraient constamment rester en lien, la voix doit guider de n'importe où. Ah, non, je suis désolé, quand tu es en état SDL ou quand tu es en état circorte, ta voix, ils sont contre-fous. Ouais. D'où la menace. Et il y a des moments, ils ne l'entendent même pas. D'où le fait que Walter Sickort,
qui a donc trouvé l'État SICORT, qui est un peu qui est un parallèle de l'État SDL. Il disait, non, mais je connaissais la menace. Je connaissais je connaissais ça. Je le fais à la jeune fille qui était là, la première fois il l'a vécu. Il dit, j'étais en train de stresser, je fumais ma clope, en train de me dire, bon, bah, je suis foutu, je vais devoir dire à sa mère, j'arrive pas à émerger sa fille. Tu vois, imagine le délire. Et la fille revient au bout de X dizaines de minutes et elle dit, non, non, mais moi j'ai répondu à tes suggestions. Sauf qu'elle avait une distorsion de temps tellement importante qu'elle était en train de faire l'effort pour elle de revenir, sauf qu'elle, ce qui lui a semblé être 5 temps, 1, 2, 3, 4, 5, c'était 40 minutes pour l'hypno. Oui. Et Kort a commencé à dire, mais c'est quoi ce truc? Et après, a voulu travailler avec, puis après, il y avait il a pu définir l'état SICORT, et il a mis ce qu'aujourd'hui certains appelleraient des fusibles pour éviter ce genre de problème si les gens vont dans des transes profondes. Mais donc ça peut arriver. Ça peut arriver, c'est rare. Et moi, ma définition de ça, hein, c'est que la plupart du temps, c'est des personnes qui ont vécu des gros traumas, qui ont vécu ou qui vivent actuellement des traumas très complexes. Et la danse est un moyen d'échapper pendant 1 heure, 2 heures ou 3 heures à une réalité de quelque chose qui est très dur à gérer consciemment à un moment donné. On est enfin libre de ses souffrances. On ne va pas faire hâte à revenir. On va quand même profiter aussi longtemps que possible. Oui, oui, je comprends très bien. Et toi, du coup, tu as eu un cas comme ça une fois Oui, je faisais la démonstration dans le... Attends, c'était... Oui, c'était dans le week-end optique. Je faisais démonstration de coma. J'ai fait la sortie exactement comme le texte, justement, avec la menace et tout. Et quand elle a ouvert les yeux, elle était vraiment totalement défocalisée. Elle avait du mal à parler et je me suis dit, il n'est pas sorti. Alors, ce que j'ai fait, je ne sais pas si quelqu'un m'a dit, il faut faire, j'ai dit, écoute, tu vas rentrer de nouveau dedans parce que elle était un peu coincée entre les niveaux, si tu veux. Et je l'ai remis dedans et je l'ai fait ressortir avec beaucoup de détails, mais je me suis rendu compte que dans le texte, et ça vient en fait d'elle-même, on parle simplement, tu vas ouvrir les yeux. On ne dit pas que tu vas sortir de cet état. On ne dit pas que tu seras totalement éveillé. Et je me suis rendu compte, elle a obéi les instructions, elle a ouvert les yeux, mais elle était toujours très profonde. Donc là, j'ai refait la sortie en disant vraiment, tu te réveilles, tu reviens dans les états de conscience, ton esprit sera clair, tu seras complètement sorti. Et là, c'était OK. Mais quand elle est sortie la première fois, elle était vraiment... Elle n'était pas là. C'était intéressant quand même. Donc, je fais beaucoup plus attention maintenant d'inclure des suggestions pour l'éveil, clarité de l'esprit, etc. Pas simplement ouvrir les yeux. Parce qu'elle a ouvert les yeux. Ouais, c'est intéressant. Et c'est là où je mets de l'eau, je tapote et tout, ça ne sert à rien. Alors, vraiment, les gars, ils sont pas dedans du tout. Moi, je sais que quand ça arrive en formation, ça arrivait rarement. Hein. Mais en formation, tu sais que ça va être un moment chiant. Tu expliques à tout le monde, tu dis, bon, alors là, on ne sait pas quand est-ce qu'elle va émerger. Et donc, c'est cool, ça te permet de faire vraiment une phase de cours sur l'émerge, ce type d'exception, parce que ça reste très, très exceptionnel. Hein. Et dire, bah voilà, là, ça risque d'être long. Ça risque d'être long et vous allez voir tout ce qui peut se passer. Et donc, bah, comme ça, les gens interrogent, etc. Tu tentes de faire au maximum une interaction pour que les apprenants puissent continuer à apprendre. Mais tu es là en train de te dire, oh, ça va être galère. Tu sais que ça va être galère. Tu sais que les personnes... Et puis après, tu te dis, ouais, bah là, toi, il va falloir que tu bosses sur ce que tu es en train de t'échapper. Hein, parce que ça veut dire que tu as un vrai besoin d'aller t'isoler de tes problèmes. Hein. Oui, justement. Mais justement, tu dis, ça serait de la galère, mais tu ne paniques pas parce que tu sais qu'elle va éventuellement sortir. Ce n'est pas un état où on est quoi. Mais moi, je suis toujours étonnée le nombre de cours professionnels qui ne mentionnent jamais l'état ISDEL ou justement que faire si les personnes ne peuvent s'en sortir et surtout pas justement la panique que même des hypnotiseurs professionnels font quand ils rencontrent ça pour la première fois. Ah, oui, c'est sûr. J'ai eu un médecin qui avait suivi 2 cours
de médecine à la Sorbonne et dans une autre université, ils n'avaient jamais entendu parler de SDL, de l'état SDL, de coma, rien, pas du tout. Donc, il y a beaucoup de formations qui ne reconnaissent pas. Je suis très contente que Brice fait Hellman en France, enfin. Oui, c'est ça, le cheminement qu'il y a eu, c'est que vu qu'il y a eu énormément de développement néo-ericksonien, Ouais. la notion, vu que Erickson n'était pas sur les profondeurs de transe, alors officiellement, en tout cas sur ce que les gens disent, parce que dans ses écrits, il parle beaucoup de ça se gère en hypnose profonde. Et lui, il utilisait le mot hypnose profonde. Hein. Alors après, c'était pour nous l'équivalent d'un niveau somnambulique. C'est vrai que lui, je suis pas sûr qu'il est. À mon avis, en cherchant dans des bouquins, il doit à un moment faire référence à SDL. Je sais pas, j'ai pas lu. Mais dans ce que j'ai lu, il parlait régulièrement d'hypnose profonde. C'est juste qu'en France, vu qu'il avait dit, oui, non, mais il n'y a pas besoin de se prendre la tête sur des niveaux. Et de toute façon, à partir du moment où la personne, elle est absorbée, elle est dans le principe d'absorption, on peut faire une séance et il peut y avoir des très bons résultats. Il a raison, hein, factuellement. Mais du coup, bah, ça a créé complètement une partie où tu nies parce que il n'y a jamais déjà, ils n'ont pas ce regard de se dire qu'il y a une profondeur. Vu que pour eux, ça n'existe pas. Tu es dans un état modifié de conscience ou tu n'es pas dans un état modifié de conscience. Et c'est pour ça que ça a été compliqué en France de faire intervenir cette idée-là parce que ça n'allait pas du tout dans la philosophie globale. Et puis, bien, c'est des médecins ou à l'époque, on va dire, du staff médical. Dire à quelqu'un, bon, bah, tu vas apprendre quelque chose, mais en plus, tu risques d'avoir une galère qui va te prendre 2 heures de ton temps. Quand toi, tu dois aller, je ne sais pas faire quoi après, t'occuper d'un patient, tu as 17 personnes dans ton cabinet qui attendent. Si tu as une personne qui reste coincée, c'est une galère. Nous, en cabinet d'hypnose, c'est un peu différent parce qu'on n'a pas les mêmes rythmes, on n'a pas 15 personnes qui nous attendent derrière, on a un rendez-vous après, mais bon, on va s'arranger, tu vois. Là, lui, il peut pas. Dans le monde médical, ça fait pas sérieux. Genre, ah bah oui, bah donc on peut pas. Il y a des gens qui vont rester bloqués et tout. C'est compliqué. Donc parfois, il vaut mieux nier, vu que c'est quand même une minorité, voire quelque chose de très rare, où les gens spontanément vont en SDL. Spontanément, il n'y en a pas des masses qui le font. Il y en a, hein, mais c'est pas le plus courant. Bah, tu vois, le jeune hypno canadien, bah, lui, il l'a vécu malheureusement sur scène. C'était un peu compliqué. Moi, j'ai eu, dans un de mes premiers cours en auto-hypnose, j'ai une dame qui est entrée spontanément en coma. Heureusement, elle savait en avance parce qu'elle disait, je risque de pas revenir. Mais pourquoi tu dis ça? Et là, elle m'a raconté, effectivement, avec un hypnothérapeute professionnel, elle est entrée en coma, elle avait beaucoup de problèmes, elle était très contente. Enfin, je n'ai plus besoin d'y penser, je ne veux pas sortir. Elle est restée 6 heures en coma et son pauvre hypnotiseur a paniqué, il l'a amené à l'hôpital, a appelé le SAMU, etc., etc. Donc, heureusement, j'ai pu lui dire, écoute, si ça arrive, je sais comment faire, donc c'est pas grave, effectivement. Mais elle est sortie toute seule, hein. Je lui ai chuchoté, je sais que tu m'entends, je te laisse rester un petit moment, etc. Mais à la fin de la soirée, je sais que faire pour te faire revenir. Elle est revenue toute seule, c'était OK. Mais justement, dans un cours d'auto-hypnose, on n'attend pas que quelqu'un va entrer spontanément en coma, mais si. Oui. Ouais, c'est ça. Non, mais après, il y a des personnes qui partent très vite. Hein. Ce qui est amusant, c'est que je pense que la menace d'Hellman à l'époque avait du sens, mais aujourd'hui, la notion de dire non, mais on comprend que tu as besoin de prendre du temps, prends du temps, mais dis à ton subconscient que dans 30 minutes, tu es là, tu vois. Parce que, de toute façon, à partir du moment, nous, ce qu'on avait remarqué, c'est qu'en SDL, il ne suit plus ta voix, il capte des éléments qui l'intéressent. Tu vois, c'était un des éléments où moi, pour le faire beaucoup sur moi-même et pour l'avoir fait sur un paquet de personnes régulièrement, ils disent non, mais je m'en fous de ce que tu me dis. C'est ça l'élément. Ils se fichent de ce qu'on est en train de dire à ce moment-là. Mais s'il y a quelque chose, il y a une suggestion, il y a un élément qui est important, il va quand même le choper. Il va pas dire qu'il va le suivre immédiatement, mais si tu dis bon là,
il te reste 20 minutes, je te laisse 20 minutes, mais dans 20 minutes, il faut absolument que tu reviennes dans cet ici et maintenant. Maintenant, vis ton truc pleinement pendant 20 minutes, plutôt que dépêche-toi, reviens. Tu vas le capter, l'élément. Et en plus, plus tu crées du stress, plus lui qui veut éviter du stress, bah, il ne va pas remonter. Vu qu'il va sentir stressé, limite, il va se faire engueuler par le gars qui l'a emmené dans un état où il est bien. Donc, y a la notion de menace, aujourd'hui, a beaucoup de sens. J'ai eu des gens qui m'ont juré parce que je les ai fait sentir. C'est normal. Non. Les états de... Je laisse un petit peu de temps, comme tu dis, pour en profiter, oui. C'est important, c'est clairement important. Du coup, on n'ira pas plus loin pour aujourd'hui. On a fait 4 lignes, voilà. Mais comme vous allez voir, là, ça va beaucoup parler d'hypnose. Il va venir sur des éléments qui sont intéressants et sur lesquels on va avoir, je pense, pas mal de choses à dire avec lui. Donc, n'hésitez pas à nous poser des questions si vous avez des questions sur l'hypnose. Si vous ne connaissez pas, si vous connaissez, n'hésitez pas non plus. Hein. Vous avez peut-être vos façons de percevoir les pratiques de l'hypnose. Comme d'habitude, vous n'hésitez pas à nous laisser des commentaires, des questions si vous en avez. On y répondra le plus rapidement possible et ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Biwan, merci Lee, à très vite. Merci, à la semaine prochaine. Ciao.